Alors, bonjour à tous. Donc là on passe à la session des hématomes maculaires. Et moi je vais parler d'une histoire qui est un peu finalement, je vais raconter une histoire. C'est la situation d'un œil unique. Finalement j'ai l'impression que les hématomes maculaires dans la DMLA ça arrive plus souvent sur un œil unique ou du moins sur le meilleur des deux yeux. Donc c'est je pense un cas qu'on a fréquemment tous rencontré. Vous voyez, donc c'est une patiente qui m'est adressée via les urgences, une femme de 65 ans, assez jeune fac, qui est sous anticoagulant, sous coumadine depuis 7 ans. J'apprendrai plus tard qu'en fait elle n'avait plus de raison d'être sous anticoagulant, mais vous verrez. Qui a un œil unique, parce que l'œil contralatéral avait rencontré un sabot de cheval quand elle avait 7 ans, donc elle a une prothèse. Et elle a des injections, elle est parfaitement suivie par son ophtalmo avec du ranibizumab, toutes les 4 à 6 semaines pour un DEP néovasculaire. Au bout de 2 semaines, scotome, et elle arrive, elle a un hématome. Alors les vidéos, est-ce que ça va marcher? Non. Je vais vous passer je vais accélérer un petit peu l'intervention. Donc moi quand je reçois un hématome comme ça aussi volumineux, je sais qu'il y a un protocole à Dijon, on peut faire de l'actylyse en intravitréen, mais un gros hématome comme ça, je préfère quand même rester sur une intervention classique avec une injection sous-rétinienne d'actylyse. Et pour rejoindre la discussion d'hier, un patient à qui je vais proposer une intervention comme ça, sur un œil unique, j'ai peur de l'expulsive, enfin de l'hématoglobe post-opératoire à cause de l'actylyse, donc je vais lui mettre du silicone. C'est ça le but de ma com, c'est que sur un œil unique, la discussion sera sur le fait de mettre un tamponnement par gaz ou par silicone. Et je vais vous montrer que ça marche le silicone. Mais puisque je vais mettre du silicone et qu'elle a déjà 65 ans, un début de cataracte, d'emblée, moi je vais enlever le cristallin et la laisser pseudofac, plutôt que de l'enlever au moment de l'ablation du silicone. Bon, ça, on n'est pas là pour voir comment on fait une cataracte, mais l'implant, ça va être un implant de chez Johnson & Johnson, un implant assez rigide, un DIB. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, face à un implant 13 mm. J'ai pas de complications avec l'iris en post-opératoire sur cet implant-là. Je suture toujours mes cornées, bien sûr, pour après passer en segment postérieur. Et en 25 gauge, je vais réaliser dans un premier temps une vitrectomie. Vu que je vais mettre du silicone dans cette situation-là, je vais faire du 3 voies. Mais par contre, vous allez voir, j'ai des étapes de l'intervention où je suis en lampe à fente. Là, c'est une lampe à fente externe dans cette situation. Vitrectomie centrale. Je vais les contrôler le DPV grâce au colorant. Vous voyez, ça c'est pas le thème de la discussion, mais en lampe à fente, on voit très très bien la hyaloïde antérieure pour l'ouvrir. Voilà, j'injecte du colorant pour vérifier si mon décollement du vitré est fait. Je ne mets jamais de Kenacorde personnellement. Du ILM. Bon, dans cette situation-là, j'ai complété la vitrectomie dans un premier temps en périphérie. J'ai élargi ma vitrectomie parce que je mettais du silicone. En revanche, si jamais je fais du gaz, je fais une intervention plus courte, je fais une vitrectomie simplement au pôle postérieur. Mais dans cette situation, comme je faisais un échange complet pour mettre du gaz, j'élargis ma vitrectomie en périphérie en 3 voies. Et vient la phase un peu délicate de l'injection sous-rétinienne d'actylyse avec la canule de 41 gauge. Donc je suis plus à l'aise en tenant ma seringue à 2 mains, parce que j'ai pas le système d'injection qu'on a chez Dork, mais moi je l'injecte encore au piston, enfin de manière traditionnelle, donc je tiens ma seringue avec mes 2 mains et je me mets en lampe à fente du coup pour avoir une bonne visibilité anatomique, enfin en relief de mon hématome. Je pique là où j'avais repéré en OCT une zone où il y avait pas mal de liquide sous-rétinien, j'évite bien sûr de passer sous les l'épiderme pigmentaire, je fais une grosse bulle de façon à remplir tout l'hématome d'actylyse. Vous voyez là sur l'image, j'ai un peu ralenti pour qu'on voit bien, mais c'est tout le pôle postérieur qui est décollé. Donc bien au-delà de l'hématome, je fais mon échange air classique et après j'injecte mon silicone. Bon, alors là, je pense pas que tu puisses l'éviter. Mais... Oui, bah, je me suis mis à distance, en effet, je suis au bord de l'hématome, je n'injecte pas. Voilà, donc là je finis sur un œil, je vais même suturer, quand je mets du silicone, je suture. Hop. Alors là, c'est le résultat, mais je crois que les vidéos en fait, des OCT ne marchent pas, malheureusement, ça c'est le J1. Bon, là, c'était préopératoire. Donc voilà, il est arrivé comme ça. J'ai pris la photo centrale avec les DEP et puis l'hématome qui était sous-rétinien. À J1, on voit que le DEP, même le DEP commence déjà à nettement diminuer. À M1, donc moi, dans des hématomes comme ça, je continue les injections mensuellement.
À 2 mois, j'enlève le silicone. J'ai passé ma phase à risque de ressaignement. Après l'ablation du silicone, voilà, donc on est comme ça, on a récupéré 3/10 dans cette situation-là. Elle a peu de DSR, mais je continue mes injections, j'insiste, et ainsi de suite. Au début, en tous les cas, les 6 premiers mois, j'ai continué mensuellement les injections. On voit qu'il y a une réorganisation de la fibrose dans l'air fovéolaire, une zone atrophique qui apparaît, mais j'ai pu conserver comme ça, ainsi de suite, le centre de sa fovea. Et on voit la vision qui va remonter lentement, comme on expliquait hier. La rétine a une capacité de cicatrisation au long terme, et pour une fois, cette patiente, en fait, elle est restée dans mes mains parce qu'elle a plus voulu voir le correspondant, elle a préféré rester avec moi, donc j'ai un suivi sur 18 mois. Bon, alors après, je ne sais pas si l'orthoptiste a voulu me faire plaisir, mais je suis monté jusqu'à 9, voire 10/10 sur certaines consultations. La petite subtilité, c'est que chez elle, j'ai continué le ranib, et elle m'a fait 2 fois des blackouts, enfin j'appelle ça des blackouts, là vous savez, quand on injecte et que le patient ne voit plus rien, qu'il a d'un seul coup une amorose. Donc on a quand même des fois chez les yeux un peu fragiles, j'ai un peu peur avec maintenant ces seringues pré-remplies de Dailea. Bon, elle a fait une PCO, mais c'est qu'au bout d'1 an, donc je lui ai fait son laser YAG, et là, bon, 10/10, on y croit pas, je sais pas, mais en tout cas la patiente est très contente. Et ça se maintient. Là, vous avez les photos géographiques, l'évolution de l'épidème pigmentaire, enfin, sur l'autofluorescence, là, on voit l'atrophie à 3 mois. Donc, on a réussi à garder une collerette quand même au niveau de l'aire fovéolaire. Et ça va s'organiser, se maintenir voyez, à distance à 18 mois. Et là, maintenant, je suis plutôt sur des injections tous les 2 mois. Voilà. Bon, c'est un peu un cas exceptionnel. Enfin, j'ai un coup de chance énorme d'avoir récupéré cette vision-là. C'est aussi parce que c'est un œil unique. Donc, seulement, elle a réussi à faire de la rééducation basse vision par elle-même. Mais le silicone va réussir quand même à déplacer l'hématome et avoir un contrôle visuel pour nous, pour le fond d'œil, et puis surtout la patiente, elle puisse voir avec un œil unique, avec le silicone. Je vous remercie. J'ai 2 questions, Luc. Donc ton échange au niveau silicone, il est complet? Non. Non, là pour le coup, je laisse un petit peu de fluide devant la macula, pour qu'après le positionnement, en fait, que la bulle de silicone bouge un petit peu, en fait. C'est une question. Et pareil, on discutait... 90%. Concernant la concentration d'anti-VEGF, sachant que tu as encore du silicone, bon, donc oui, il n'est pas complet, et tu injectes quand même 0,05. Ouais. Je ne sais pas si une toxicité, anti-VEGF. Ce que tu disais, Alexandre, hier, la remarque de ton interne, avec les anti-VEGF sur un œil, mais bon, il n'est pas complet ton échange. Mais je pense pour la concentration, on a de moins en moins de problèmes là, parce que les nouveaux anti-VEGF, on est à 8 mg et donc on augmente un peu les doses et donc on a de moins en moins de problèmes avec le dosage des anti-VEGF. Après, dans ton cas, on voit qu'il y a eu une rupture de l'EP. Donc ce qu'on voit, je pense qu'il a une déchirure de l'EP et ce qu'on voit bien sur tes OCT. Sur l'autofluo aussi. Ouais, sur l'autofluo et sur l'OCT, on voit l'ouverture de ton EP. Dans les 2 premières, tu peux les voir. Mais après, oui, ce qui est bizarre, oui, c'est, je dirais, la vision. Ça m'a ici, même avant, ici. Celle d'après ici, on voit cette. Mais il y a même 2 zones. Il y a même 2 zones de rupture. Et cette après, tu vois que ça se rétracte. Ça s'est rétracté. Mais oui, en effet, ça paraît. Mais comme tu parlais du protocole de Dijon, il y a beaucoup de points d'interrogation sur le protocole parce qu'on incluait jusqu'à 14 jours d'hématome. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de différence. Peut-être que le plus tôt serait le mieux. Donc je pense que c'est 7 jours où on peut avoir l'avantage de cette technique comparée aux autres techniques. Là, je suis à 48 heures. Oui. Je suis très tôt, ouais. C'est pour ça, peut-être qu'on ne trouve pas beaucoup de différence dans l'étude randomisée qui a été publiée il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a inclus jusqu'à 14 jours d'hématome. Et donc, probablement, les dégâts ont été déjà faits. Au bout de 3-4 jours, on commence à avoir des dégâts pour les photorécepteurs. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il y a eu une récupération. Juste pour revenir en fait sur le protocole de Dijon et en fait ça sera je pense évoqué dans la communication suivante, juste qu'il faut un peu revoir un peu la portée de l'étude parce que là sur Euretina ils ont présenté en fait une analyse post-hoc de leur étude où en fait ils ont lorsqu'ils regardaient en fonction de la taille des hématomes, grosso modo ils avaient distingué 2 groupes, le groupe des hématomes qui étaient
on va dire, au-delà des arcades et ceux qui étaient dans les arcades. Et en fait, dans les groupes où l'hématome était au-delà des arcades, la vitrectomie était supérieure à l'injection. Donc il faut un peu relativiser de quoi on parle. Juste une petite question sur le positionnement, si on a eu un, et de combien de temps sous silicone? Ouais, j'ai positionné 3 jours. Le temps que je constate au fond d'œil qu'il y avait suffisamment de sang, parce que bien sûr il n'y a jamais 100% du sang qui part, hein, ça, il reste toujours une poche de sang, mais qu'il y a quand même déjà un bon volume de sang qui parte. Mais elle était jeune, elle a 65 ans, c'est relativement jeune hein, pour une histoire comme ça, donc j'ai pas eu de mal. Mais c'est vrai que globalement c'est souvent des patients âgés, fragiles, qui ont plus de 85, 90 ans, et les positionner des fois est plus difficile, mais la plupart du temps on met du gaz. Mais avec le silicone ça marche. Hein, une curiosité pratique, ton injection d'anti-VEGF sur l'œil siliconé, tu fais exactement comme s'il n'y en avait pas? Ouais. Et Non, ça... il trouve son chemin. Alors, moi je le suis pas après la trace. Hein. Non, mais ça c'est discutable. C'est comme les antibiotiques avec les... Enfin, n'empêche qu'il y a une diffusion, parce que je te dis, comme mon exemple de mon patient qui a fait une nécrose rétinienne, elle est apparue au lendemain de l'intervention. Je l'ai opéré l'après-midi, le lendemain, il avait sa nécrose rétinienne, et c'est de la toxicité pure, j'en suis convaincu. Parce qu'on m'a parlé peut-être de Arn, un virus, machin. Non, c'était une toxicité. C'était la 3e fois que son œil était opéré, donc je l'avais mis sous silicone. C'était une déchirure géante qui récidivait pour l'histoire. Vu que c'était une 3e intervention, mon interne me dit il faudrait peut-être mettre un antibiotique en prévention. J'ai fait oui, t'as raison. Voilà, j'ai mis l'antibiotique. Et le lendemain, 12 heures après, nécrose rétinienne. Donc comme quoi, il y a quand même... Enfin, malgré le tamponnement par silicone, ça passe et ça vient agir sur la rétine. Ouais. Vanco. Donc, t'as pas fait ça pour prouver ça quand même? J'ai publié. Non, mais il y a des tas de publications qui montrent que ça. Donc oui, l'anti-VEGF, je pense quand même qu'il diffuse aussi dans le silicone. Merci. Une dernière question. Si c'était pas un patient monophtalme, tu aurais mis du silicone quand même? Non, je mets du gaz. Du gaz, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais.